Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale Bataclan, un an après la terreur. Avec moi pour revenir sur ces faits, évidemment, le criminologue Xavier Hofer. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors pour commencer Xavier, ça fait un an que la capitale française a été frappée de plein fouet par ces attentats terroristes. On rappelle le Bataclan, les terrasses, le Stade de France. Concrètement, est-ce que aujourd'hui, si des commanditaires voulaient encore faire la même chose, est-ce que cela pourrait encore se produire? Sous la même forme, non. Sous la même forme, non, parce que l'appareil d'État, la machine de sécurité d'un État, elle a un immense avantage sur les terroristes, toujours, tout le temps. Brigade rouge, il y a un demi-siècle, etc., et comme aujourd'hui, c'est que la machine de l'État, elle apprend lentement, mais elle accumule des faits, elle accumule des données, elle répartit après ça ces données entre un certain nombre d'experts et de spécialistes, et lentement, elle apprend à éviter un certain nombre de circonstances. Je ne crois plus, honnêtement, que ce qui s'est passé l'an dernier, voici un an exactement, pourrait se reproduire de la même façon demain ou dans les temps qui viennent. Alors qu'est-ce qui serait évitable? Parce que finalement, par exemple, l'attentat des terrasses, c'est sans doute le plus difficile à arrêter. Oui, mais ça doit s'arrêter, ces choses-là doivent s'arrêter en amont. Donc beaucoup de faits ont été moulinés, beaucoup de gens ont été identifiés depuis, et donc on a sans doute mieux qu'à l'époque, on saurait arrêter des gens avant qu'ils passent à l'acte, au moment où ils sont par exemple dans un pays voisin de la France. Là, on sait aujourd'hui mieux le faire. La machine a appris d'une certaine manière. Mais naturellement, les choses n'arrivent jamais deux fois de la même façon. Il est évident qu'il n'y aura plus jamais, enfin sous la même forme, un attentat type du 11 septembre, avec des gens qui, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui les aéroports sont infiniment plus sécurisés, mais des gens qui montent à 10, 15, 20 dans un avion, qui submergent les hôtesses et les stewards et qui les égorgent et qui précipitent l'avion dans la tour, ça, sous cette forme-là, ça n'est plus possible. Donc, à chaque fois, on est surpris. On a, à l'époque, pas prévu, on n'a pas su prévenir, au sens venir avant, quoi, au sens étymologique du terme, le fait d'arrêter une meute de 15-20 individus soutenus par une quinzaine d'autres qui déferleraient sur Paris et qui se livreraient à Paris à ce qui était arrivé, voilà, 10 ans ou 12 ans à Bombay, la première fois où une opération de ce type a eu lieu. Donc ça, maintenant, oui, je crois que ça serait arrêtable. Mais, bien entendu, on n'a pas la certitude. Les terroristes ne nous font jamais la grâce et le plaisir de faire le même coup à chaque fois, de préférence en passant un coup de fil, en disant on arrive dans 2 heures. Ça n'arrive pas. Donc aujourd'hui, il faut se mettre dans une logique de prévention, c'est-à-dire jouer un coup avant. L'antiterrorisme en 2016, forcément, ça doit être comme les phares d'une voiture, ça doit éclairer ce qu'il y a devant nous sur la route. Pas faire du phare de recul ou du rétrospectif ou voilà, de regarder dans le rétroviseur. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que naturellement, les événements ne nous font jamais la grâce de se produire 2 fois de la même façon. Alors on a vu après cet attentat une enquête très progressive, puisque au début on ne savait pas encore à qui on avait affaire. On a vu ensuite le démantèlement de la cellule de Molenbeek. On a vu ensuite l'assaut qui a été donné à Saint-Denis. On a vu donc cette enquête progresser. Est-ce qu'aujourd'hui on peut affirmer qu'on a fait la lumière sur l'intégralité de cette nuit et de cette organisation terroriste? Mais non. Parce que, vous avez vu, on a encore, là, il y a une semaine à peu près, au moment où nous parlons, découvert un organisateur, un coordinateur, dont on ignorait la véritable identité jusqu'à une date récente. On le connaissait sous un abou quelconque, mais on ne le connaissait pas sous sa vraie identité. Et là, on vient de découvrir, une fois de plus, que c'est un belgo-marocain, une fois de plus, un ancien voyou. Enfin, c'est toujours les mêmes profils, mais on continue à en apprendre. Et c'est ça qui est un peu lamentable, parce que, naturellement, on ne paye pas les gens des services de sécurité pour nous faire l'historique de l'attentat une fois qu'il y a 130 morts. On les paye pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'attentat. Donc c'est bien de découvrir. Il y avait un peu de vantardise dans ce qui sortait dans les médias. Dit, oh, voilà, ok, ça fait un an, quoi.
c'est un peu lent quand même cette affaire-là. Je le dis en sachant que, bien entendu, je joue pas, vous savez, les gens qui refont le match là, avec la Cronenbourg et les cacahuètes. Je participe à la formation de gens de l'antiterroriste. J'y ai participé depuis longtemps. J'ai, à partir de la vague d'attentats, donné des idées nouvelles à des gens qui sont dans ces structures-là pour dire il faut prévenir et non plus guérir. Et c'est quand même un peu époustouflant de voir qu'un an après, ça y est, on l'a identifié, ok, c'est pas pour ça qu'on les paye quand même. Alors, en ce qui concerne justement la guérison, entre guillemets, les politiques ont souhaité mettre en place une commission d'enquête parlementaire peu de temps après les attentats, où ils ont entendu de très nombreux témoins et experts. Un policier, parmi ceux qui ont été entendus, a expliqué que lorsqu'il est rentré dans le Bataclan, il aurait vu des victimes qui auraient été éviscérées, décapitées, parfois torturées. Qu'en est-il ? Non. Le policier a dit ça parce qu'il y avait énormément de sang. Et je ne crois pas que des gens aient eu les yeux arrachés. Enfin, c'est pas ce qui ressort des contacts qu'on a pu avoir avec des gens de la médecine légale. Il y avait des gens qui étaient horriblement mutilés, mais vous savez, quand vous tirez des rafales dans une foule, et voilà, donc ça donne des résultats qui ne sont pas jolis à voir. Mais surtout, il y avait énormément de sang. Les cadavres baignaient dans le sang, littéralement. Mais c'est... naturellement, c'est affreux, mais ce n'est pas le point le plus important. Le plus important, c'est que, en effet, quand une opération, un attentat, une attaque de cet ordre-là se produit, il faut à la fin un travail qui revienne sur tout ce qui s'est produit, de manière à en tirer le plus d'enseignements possible et d'éviter que cela ne se reproduise. Je vous l'ai déjà dit, là, il n'y a pas deux fois, l'histoire ne repasse pas deux fois les plats de la même façon, mais quand même, plus on ratisse large, plus on a de chances de se trouver prêt la fois suivante. Or, le travail de la commission en question n'est pas bon. Le travail n'est pas bon. Je veux dire, moi, mon métier, c'est enseignant, donc je corrige les copies. Donc je vous dis que cette copie-là n'était pas d'excellente qualité. Et voilà pourquoi. Le rapporteur et le président de cette commission, et ceux qui travaillaient avec eux, ont commis une erreur irréparable. C'est-à-dire qu'ils ont dit, voilà, ils ont commencé dans un premier chapitre, si vous voulez, ou dans une introduction, à nous dire voilà ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, voilà ce qui s'est passé Hypercacher, et voilà ce qui s'est passé au Bataclan, etc. Donc voilà les attentats. Et partant de là, nous allons essayer de trouver les moyens de parer à tout ce genre d'attaques et de faire en sorte que ce soit plus possible dans l'avenir. Mais naturellement, ça n'est pas comme ça qu'il faut faire. Le fait de s'y prendre comme ça est une bêtise. Et voilà pourquoi. Vous avez des attentats qui se sont produits entre le début de l'année 2015 et la fin de l'année 2015. Voilà, c'est ça qui s'est produit. Et puis, on les décortique en début 2016. Et puis, on a un rapport qui paraît à l'été 2016. Et à partir de ce moment-là, on commence à dire qu'est-ce qu'on va faire pour y parer, comment il faut réformer les services, comment il faut faire ceci, il faut faire cela. On arrive à des conclusions. Les conclusions, naturellement, tout le monde n'est pas d'accord avec elles. Le ministère va dire oui, mais vous êtes bien gentil, mais nous, c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude, etc. Donc, il va y avoir une palabre. On a la certitude, on le sait, on le voit, on le sent que ce gouvernement est paralysé, qu'il ne peut plus rien faire. Donc, il va y avoir un nouveau gouvernement en 2017. Le gouvernement va dire, bon, les attentats, alors on va prendre le rapport de la commission Trucmuche, là, et puis on va s'en servir. Et donc, il va commencer à préparer une réforme. Mais la réforme, elle sera prête en 2018. Et donc, en 2018, on aura un appareil antiterroriste qui sera parfaitement au point contre les menaces de 2015. On a toujours un train de retard, finalement. C'est pas un train, c'est la locomotive, les wagons, la gare, tout ce que vous voulez. Et il est évident que ça n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut prendre des experts dans une pièce en disant, voilà, vous avez vu ce qui s'est passé en 2015, à votre avis, qu'est-ce qu'ils préparent? Où est-ce qu'ils en sont? Voir les services de renseignement, en leur disant « Monsieur, je ne vous demande pas de me raconter ce qui s'est produit, le Bataclan, je le sais très bien. Maintenant, que préparent les terroristes? Que sont-ils » Voilà. Je vais vous donner un exemple. Nous savons, et si je le sais, les gens des services le savent aussi,
que l'État islamique prépare à l'heure actuelle des femmes et des enfants pour accomplir des attentats. Et des gamins, vous avez vu sur les vidéos, je ne sais pas si vous regardez ces horreurs, mais on voit sur les vidéos de l'État islamique des gamins de 10 ans qui mettent des balles dans la tête. Eh bien, ils sont en train, on le sait, c'est une certitude, d'entraîner des gamins pour se mettre un sac à dos et aller se faire sauter au milieu d'un centre commercial. Qui va fouiller un gamin de 8 ans ou de 10 ans mignon avec ses petits vêtements sortant de l'école ou prétendant sortir de l'école pour aller, voilà. Donc il faut réunir un groupe d'experts, il faut leur dire que fait-on, qu'est-ce qui se passe, et vous faites venir les experts et vous leur dites je veux savoir le plus précisément possible où d'après vous en seront ces gens-là en 2020. Qu'est-ce qu'ils préparent? Qu'est-ce qu'il y a devant? Vous envoyez des émissaires. Vous envoyez des émissaires au Moyen-Orient. Ils savent des tas de choses. Il y a des gens qui parlent, etc. Et après ça, la commission, elle sait, grosso modo, c'est pas du 100%, mais à 90%, voilà où on va. Et là, vous préparez un nouveau dispositif antiterroriste en 2018, et donc vous êtes à temps pour les nouveaux ennemis de 2020. C'est ça qu'il faut faire. Et ça n'a pas été fait. Alors, on a vu une forme de rythme trimestriel, finalement, pour ces attentats. Le dernier en date, évidemment, était celui de Nice, sur la promenade des Anglais. On a le sentiment, on aimerait le croire du moins, que cette vague terroriste s'est suspendue. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on est toujours sous la menace? Oui, on y est, mais les choses ont changé sur le terrain. À l'heure actuelle, la frontière entre la Syrie et l'Irak et au-dessus la Turquie, elle est bouclée. L'armée turque la boucle. À la façon ferme de l'armée turque, qui fait que vous essayez de passer, vous prenez une balle, quoi. C'est pas, il n'y a pas de... Voilà, faut pas passer par là, point final. Et donc, cette frontière nord, elle est bouclée. À un moment donné, ils avaient 250 ou 300 km de frontières parfaitement poreuses où vous pouvez échanger. Donc, on a par exemple le gouvernement qui nous dit on est inquiet parce que quand ils vont rentrer, par où ils passent? Si jamais ils essayent de sortir par l'Irak, ils sont obligés de passer par le sud, et là c'est des chiites qui n'ont pas une tendresse particulière pour les salafistes et pour les islamistes sunnites. S'ils essayent de remonter par le nord-est, c'est l'Iran, pareil. Au nord, il y a la Turquie, et à part un morceau de la province d'Idlib qui se trouve entre l'extrême sud de la Turquie et puis la mer Méditerranée, qui est tenue encore par des rebelles X ou Y, et tout le reste, après ça, vous descendez, c'est le Djebel Alaouite, et donc vous avez les gens de Bachar qui sont là. Par où ils passent? Comment c'est possible à l'heure actuelle de faire des allers-retours, comme c'était encore possible jusqu'au début de l'année 2016? Il y a une grande difficulté, donc il faut entreprendre un périple absolument immense qui vous amènerait à ce moment-là en Libye, se planquer parmi les migrants, etc., et essayer d'arriver dans le sud de l'Italie. Et là, c'est à considérer que les menaces ne viennent que de l'extérieur. Il y a aussi, on a vu, des ressortissants français, même des individus de nationalité française qui frappaient en France. C'est vrai, mais jusqu'à présent, pour des grandes opérations, il y avait quand même des allers-retours, des gens qui venaient, le groupe en Belgique de Verviers, les gens de Molenbeek, ceux qui ont accompli les attentats du mois de novembre dernier, tous ces gens-là avaient quand même des contacts. Hein. Et j'ai l'impression que les contacts, enfin je dis j'ai l'impression parce qu'il faut respecter la confidentialité, mais beaucoup de ce qui circule électroniquement entre le Moyen-Orient et puis des zones où il y aurait une cellule dormante en France, par exemple, est repérée et donc interceptée. Et les mouvements physiques de population sont devenus plus difficiles. Donc, il est possible que de ce fait, ce qui, si on ne veut pas envoyer de mail et si on ne veut pas envoyer je sais pas, de courrier électronique ou de coups de téléphone, etc., on est obligé de faire les allers-retours par des personnes physiques. Dans l'état où se trouvait le Moyen-Orient, dans l'état où se trouvait la guerre au Moyen-Orient à la fin de l'année 2015, peut-être était-ce là la latence d'un trimestre, parce qu'il fallait y partir, il fallait revenir. Peut-être qu'aujourd'hui, la latence, elle est de 6 mois. Et donc, je ne sais pas, moi, s'il n'y a pas quelque chose dans un tuyau quelconque qui est en train d'arriver vers chez nous, mais qui est ralenti du fait de l'état de la guerre au Moyen-Orient. Si on veut
pas utiliser des moyens électroniques, si c'est les courriers humains qui doivent passer, il est devenu extrêmement difficile de faire passer des courriers humains. Parce que il y avait le flux de migrants avec 1 million de personnes, et là-dedans, comme on l'a vu, il y avait des petits groupes qui passaient ou des individus. C'est fini, c'est interrompu. Les gens, quand ils arrivent dans les îles, ils sont renvoyés en Turquie, et puis là, il faut qu'ils passent un par un, et puis on en fait venir un d'Europe, il y a tout un circuit, mais le circuit est quand même nettement plus contrôlé qu'avant. Donc, il est possible que les bombardements terribles de la Russie sur le nord de la Syrie, où il y avait quand même le gros de la troupe, hein. J'ai vu des gens qui professionnellement entraînent là-bas. L'un d'entre eux a eu une expression forte. Ils m'ont dit, Poutine, le nord de la Syrie, il est en train de le transformer en parking. Voilà. Vous voyez ce que ça veut dire. Tout est en train d'être écrasé. Il reste rien. Donc, il y a beaucoup de morts. La quantité d'annonces qu'on reçoit, que reçoivent les familles en France en disant votre fils est mort en martyr. Longtemps on en était 1 ou 2 par mois, là il y en a plusieurs par semaine, hein, donc il y a beaucoup de morts. La quantité de combattants, c'est-à-dire des gens avec la carte d'identité ou le passeport français qui soient convertis ou qui soient musulmans d'origine, fanatisés, etc. On en est maintenant à moins de 700. Il y en a eu plus. Et les 700 en question, pour vous dire les choses clairement, et en connaissant bien la carte et en ayant entraîné dans ces coins-là dans le temps, je ne vois pas par où ils peuvent passer à l'heure actuelle, quoi. Donc reste naturellement le type qui, dans sa chambre de bonne, dit c'est dégueulasse ce qu'on fait aux musulmans et donc prend son couteau de cuisine et va trucider des gens dans la rue. Ça, c'est de l'impulsivité, c'est de l'impulsion. Ou c'est des gens qui se comportent de la façon du Moyen-Âge, à savoir que on entrait dans une guerre sainte et on faisait allégeance à quelqu'un qui était au-dessus de soi, hein. Alors le type, il prend son couteau de cuisine et puis il déclare sur une vidéo ou sur son téléphone ou n'importe quoi qu'il fait allégeance à l'État islamique ou à Al-Qaïda ou quoi, et puis après ça, il descend dans la rue, il tue des gens. Mais c'est naturellement dangereux, il faut naturellement l'empêcher, mais c'est beaucoup moins sanglant et beaucoup moins massif que les attaques coordonnées, telles celles, les attaques de novembre dernier, au total, on en est à pas loin de 40 personnes identifiées, et on ne les connaît pas tous. L'homme qui, au sommet, quelque part entre Raqqa ou Mossoul, etc., a donné l'ordre définitif. Et puis il est important de le connaître, parce que si ça se trouve, un jour il sera arrêté et il faudra qu'il aille en justice. Cet homme-là, on ne le connaît toujours pas. Est-ce que l'état d'urgence a permis justement de la mise en place de plus de renseignements? Est-ce que justement on a pu se permettre de retrouver plus de personnes en les surveillant de manière plus étroite? Est-ce que finalement cet état d'urgence a eu des conséquences positives pour la lutte contre le terrorisme? L'état d'urgence, ça sert 1 semaine. On l'a un peu dépassé. D'abord, oui, voilà. Ça sert 1 semaine. Parce que, d'abord, il y a un côté symbolique très fort, fini de rire. C'est pas tous des héros qui veulent sacrifier leur vie, hein. Il y en a qui sont très contents de jouer aux djihadis tant qu'il n'y a pas trop de risques. Et puis, du jour où il y a l'état d'urgence, ça en fait réfléchir un certain nombre. Donc, il a cette utilité symbolique très forte. Fini de rire, fini de plaisanter, hein. Et puis, deuxièmement, ça permet d'enfoncer les portes et puis de récupérer des cibles qu'on n'arrive pas bien, parce que les garanties juridiques normales de l'État normal, d'un État de droit, font qu'on ne peut pas rentrer chez qui on veut, quand on veut, et y faire ce qu'on veut. Là, on peut, plus ou moins. Mais au bout d'1 semaine, le plus bête des djihadistes a compris qu'il faut aller planquer Kalash chez tante Ernestine et pas la laisser à la maison. Donc au bout d'1 semaine, l'utilité, c'est comme si vous faites ça pour des dealers, au bout d'un moment, ils planquent la drogue ailleurs. Donc l'efficacité en termes récupérer des armes, récupérer des munitions, voilà, ça dure 1 semaine à peu près. Après ça, ils ont compris. Donc il ne faut jamais maintenir indéfiniment un état d'urgence ou un état encore pire, un état de guerre, parce que tous les gens qui ont fait même 1 semaine de philosophie du droit vous diront qu'il ne faut pas édicter des lois que les gens vont s'habituer à ne pas respecter. Parce que les lois d'exception doivent rester d'exception. Exactement. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où les gens enfreignent des lois d'exception et qu'ils s'aperçoivent qu'il leur arrive rien, c'est à peu près le cas à l'heure actuelle, ou pas grand-chose, eh bien ils se disent pourquoi je respecterais tous les autres lois. Ok, je traverse
le feu rouge en avant, et pourquoi s'enquiquiner? Voilà, donc il faut maintenir ces périodes-là très brèves, très intenses, et puis se dire que la durée symbolique, elle est brève dans la tête des individus qui doivent prendre peur à ce moment-là. Alors on parle très souvent des fiches S, on en a déjà parlé d'ailleurs ensemble, il serait à peu près 20 000 en France. Selon le Premier ministre Manuel Valls, en tout cas, est-ce que on pourrait faire quelque chose avec ces gens, puisqu'on a vu pléthore de propositions de part et d'autre de l'échiquier politique, de ceux qui veulent tous les enfermer alors qu'il n'y a plus de place de prison, à ceux qui veulent les envoyer dans des cellules de déradicalisation qui seraient presque des changements de programme Internet, enfin de programme informatique. Changer la disquette. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait, pas forcément avec ces 20 000 fiches S, mais avec les plus sensibles en tous les cas? Ce qui serait bien, c'est que les gens qui aspirent à exercer des fonctions politiques importantes dans ce pays travaillent, qui se renseignent. Je sais pas, par exemple, auprès des criminologues qui savent ces choses-là. Hein. Et qui veulent bien leur dire. Mais bien entendu, on est là pour ça. C'est une mission de service public pour nous, quelques dirigeants politiques qui veulent nous rencontrer, mes collègues ou moi. On est là pour ça, on va les voir, on leur explique, on prend du temps, on est patient, parce que la base de la pédagogie, c'est la répétition. Nous savons ça très bien. Alors, une bonne fois pour toutes, fichier S, c'est un signalement frontière. C'est-à-dire que c'est un individu, quoi qu'il ait fait. Et il y a des militants de la droite radicale qui sont fichés S, parce qu'ils se sont bagarrés au quartier latin, je ne sais pas trop quoi. Il y a des escrocs qui sont fichés S. Il y a des violeurs et des pédophiles qui sont fichés S. Une fiche S, c'est un signalement à la frontière. Voilà. C'est-à-dire qu'un individu qui a fait X ou Y, il est signalé à la frontière. Il y a un signalement frontière. Et donc, quand l'individu présente sa carte d'identité ou son passeport et qu'on le met sur le scanner, ça fait bong par en dessous et l'individu qui est le policier ou le gendarme ou qui que ce soit comprend que lui, celui-là, il faut le mettre à côté dans la file et puis lui poser des questions et savoir, parce qu'immédiatement, il y a un signal, on dit ce qu'on fait, laissez-le passer, mais c'est bien qu'on sache qu'il est passé à ce moment-là, ou alors on en fait quelque chose. Mais on imagine qu'il y a quand même une classification entre les différents types de fiches S, entre guillemets, enfin les différents profils. Une partie, ce sont effectivement des gens qui sont connus pour leur radicalisation. Combien il y en a ? On ne le sait pas et on ne peut naturellement pas le savoir parce que tout cela est purement déclaratif. C'est un individu qui, à un moment donné, a dit « Ouais, Oussama, il est trop cool » ou alors « Ouais, ce qu'on fait aux musulmans, c'est dégueulasse, il faut venger, etc. La religion, il faut la défendre et tout. » Et puis, il y a autant de gens que prononcer ces phrases-là excite que de gens que ça défoule. Et donc lesquels vont après ça entreprendre de monter une cellule et puis d'aller trucider les infidèles dans la rue, et combien vont rentrer se coucher chez eux parce qu'ils sont contents d'avoir dit ça et puis que ça leur est passé par la tête à ce moment-là. En plus de ça, s'ajoutent ceux qui sont suffisamment malins pour rien dire. Celui qui se radicalise et qui ferme sa gueule, qu'est-ce qui se passe, comment on le sait ? Donc, naturellement, il y a d'un côté des gens dont le comportement a été signalé et qui ont des fiches S. De l'autre côté, il y a des gens qui ont été suffisamment malins pour se taire. Koulibaly, par exemple, il n'avait jamais dit qu'il voulait partir en Irak, combattre, etc. Il était passé complètement sous le radar. Et puis, il y a des petits voyous, et puis il y a ceux que ça prend, pardonnez-moi, comme une envie de se gratter, hein, et donc un des frères Abdeslam, une semaine avant, il était à la vodka et les pétards, etc. Il buvait, il tirait sur des pétards, et une semaine après, il se faisait exploser sur les terrasses. Hein. Vous voyez, ça peut aller très vite. Donc, tout ça n'a pas grand sens. La seule chose que nos services devraient apprendre à faire, et que manifestement ils ne savent pas encore faire aujourd'hui, c'est que vous avez une espèce de marécage, de magma, avec quelques milliers d'individus qui en gros pensent que l'État islamique c'est bien, et qu'il faut faire des trucs pour l'aider, à l'échelle de la France. Là-dessus, il y en a des qui le pensent platoniquement, c'est-à-dire qu'ils le pensent et puis ça s'arrête là, et puis là-dedans il y en a qui disent « ouais, si j'avais les moyens je les aiderais », et puis il y a les futures bombes humaines. Alors, c'est en entonnoir. Et à la fin, au fond de l'entonnoir, il y a quelques dizaines d'individus qui sont format Kouachi, format La Rossi-Abala, format Saint-Étienne-du-Rouvray, format Mera. Et c'est ces individus-là qu'il faut arriver à distinguer des autres. Ça n'est pas totalement impossible. Il y a des moyens, à l'heure actuelle,
assez impressionnante d'efficacité. Je ne peux pas, naturellement, c'est pas la peine de donner des idées, mais tout ça, c'est une question de décision politique. La décision politique n'est pas là. À l'heure actuelle, par exemple, vous avez le renseignement intérieur dont le chef, le directeur général, pense qu'il faut toujours faire plus d'électronique, toujours plus d'Internet, toujours plus de cloud, toujours plus de ceci, toujours plus de cela. Et ça, c'est pas une bonne idée, parce que les informations, elles sont dans la rue. Que quand les frères Kouachi, qui ont fait Charlie Hebdo, ont été acheter une calache, ils ont été l'acheter à d'autres racailles qu'eux-mêmes dans une cité quelque part de la région parisienne. Ils l'ont pas commandé sur Le Bon Coin et ils l'ont pas commandé sur Amazon. Donc, il y a à l'heure actuelle cette espèce de dédain et d'abandon d'une grande partie du renseignement intérieur pour le renseignement humain. Donc les gens qui pensent ça, c'est pas bon, il faut les virer, il faut les remplacer. Il faut les remplacer par des gens plus jeunes, des gens qui connaissent vraiment le gibier, qui ont été commissaires, jeunes commissaires dans le 9-3 ou dans des coins un peu chauds des périphéries des métropoles, comme ça, et leur dire, voilà, c'est simple, vous avez une mission à accomplir, une seule et pas deux, distinguez-moi les futures bombes humaines des radicalisés. C'est ça, c'est la seule mission. Une fois qu'on a fait ça, on a fait un pas immense vers la résolution de ce problème. Alors, justement, une fois qu'on les a identifiés, ces radicalisés, comment on les déradicalise? Alors, je sais que vous n'êtes pas assistante sociale, mais criminologue, oui. Mais ça prête un peu à sourire quand même, cette histoire de cellules de déradicalisation. C'est naturellement tout à fait absurde et impossible. Songez à quel point il est difficile pour un être humain de changer ce qu'il y a dans sa propre tête. Songez la difficulté auquel tous les jours, mais dans nos entourages autour de nous, c'est dur de se mettre à un vrai régime, c'est dur de s'arrêter de fumer, des choses toutes bêtes. On ne parle pas de l'alcoolisme, etc. Mais vous voyez, des choses toutes simples, à portée de notre main, etc. Comment c'est difficile. Comment faites-vous pour changer ce qu'il y a dans la tête des autres? C'est quasi impossible. Les Khmers rouges, qui avaient des moyens d'action un peu supérieurs à ceux de notre charmant ministre de l'Intérieur, ils n'y sont pas arrivés. On ne peut pas changer ce que les gens ont dans la tête. Pour une seule et simple raison, c'est que d'ordinaire, ils y tiennent. C'est aussi bête que ça. Alors, il faut mettre des gens hors d'état de nuire. C'est-à-dire hors d'état de cultiver des idées dans lesquelles, alors les séparer les uns des autres, bon bah ça tombe sous le sens, éviter qu'ils arrivent à former des meutes. En prison, on avait fait l'inverse. Mais oui, mais évidemment, mais en plus de ça, depuis Madame Taubira, dans la prison, c'est les voyous qui font ce qu'ils veulent, quoi. Donc, en gros, ils décident à peu près de ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas qui est pas une. Je vais vous faire une confidence, je n'ai pas une admiration folle pour Mme Taubira. Mais depuis le temps, je crois qu'on l'avait compris. Non, mais ce qui va bien sans dire. Donc, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est les syndicats de gardiens qui leur disent eux-mêmes. Il y a l'autre jour un gardien d'un syndicat de gauche, de la pénitentiaire, qui est arrivé en disant ouais, on nous a dit qu'il y avait de la déradicalisation, alors ils font du catamaran et ça coûte très cher et c'est du cocooning et ça sert à rien. Les syndicats de la pénitentiaire eux-mêmes, ceux qui jour après jour sont dans la prison, les yeux dans les yeux avec les islamistes détenus, nous disent que c'est de la daube. Voilà. C'est naturellement totalement absurde. Depuis des siècles, on sait une chose. La seule façon radicale de changer ce qu'un individu a dans sa tête, c'est de le tuer. Ben oui, est-on capable de faire ça dans un état de droit? Est-on capable de punir de la peine de mort les crimes dans la pensée? Évidemment non. Donc il faut arrêter de nous raconter des sottises. Il faut mettre les gens au frigo suffisamment longtemps pour qu'ils se calment. Et en dehors de ça, on dirait qu'on tombe de la lune brutalement et que tout ça n'a aucune espèce de précédent. Vous savez à quel point c'est difficile les problèmes de réinsertion des prisonniers. Les prisonniers de droit commun, ceux qui ont braqué une banque ou un truc comme ça, les ramener dans le droit chemin. Mais c'est extrêmement difficile. On y arrive une fois de temps en temps. Il y a des succès, il y a des gens qui, quand ils sont en prison, font des études, passent des diplômes, et après ça, sont d'honorables enseignants, plombiers, zingueurs, tout ce que vous voulez. Mais c'est extrêmement rare. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en prison, je vais vous dire ce qui se passe. Les gens honnêtes, ils n'ont jamais été en prison, ils ne savent pas. Alors je vais vous dire ce qui se passe. Quand vous êtes en prison,
vous n'avez pas pour objectif de vous cultiver, vous n'avez pas comme objectif de perfectionner votre vie, vous avez un seul objectif, 999 fois sur 1000, c'est de sortir. Et si pour ça, il faut dire, vous savez, je me suis converti, maintenant je suis mormon, bouddhiste, tous ces trucs-là, j'y crois plus une seconde. Et s'il faut dire, j'ai compris, la lumière m'est apparue, et donc à partir de maintenant, je veux m'inscrire chez les petites sœurs des pauvres, et plus jamais je volerai de ma vie, ils le disent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent sortir. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme confiance aux individus qui racontent des trucs comme ça? La seule chose qu'ils veulent, ils peuvent sortir. Et puis il y a un vieux proverbe de la culture populaire française, c'est « passer la fête, adieu le saint ». Eh ben c'est ça, une fois qu'ils sont dehors, tiens, je l'ai dit pour sortir, et maintenant, voilà. Peut-on prendre ce risque-là avec des gens qui sont capables de faire comme l'individu de Nice et prendre un camion et foncer dans la foule? Évidemment non. Donc ces histoires de déradicalisation, c'était comme... pour des raisons qui, franchement, m'échappent, le gouvernement, l'appareil d'État avait décidé qu'il ne toucherait pas à la structure antiterroriste. La structure antiterroriste en France, elle est épouvantable. Il y a 22 services autour de la table. L'UCLAT, la coordination. Et donc, il fallait foutre tout ça par terre, prendre les meilleurs des 10 boutiques les plus performantes, les mettre dans un bâtiment et leur dire « trouvez-moi les bombes humaines parmi les radicalisés ». Ça n'a pas été fait. C'est même pas au début de se faire. Alors pour le reste, il faut meubler, il faut faire du showbiz. Alors on fait des marches, on plante des arbres, on invite Johnny Hallyday, Dieu sait qui, on fait des trucs de déradicalisation, mais ça ne sert à rien. Et quand c'est pas purement et simplement des escroqueries. Il y a des millions d'euros qui ont été dépensés, il n'y a pas une personne dont on puisse dire « oui, celui-là, il était déradicalisé, regardez, il était écumant, Bin Laden, machin, et maintenant c'est un agneau ». On n'a aucun cas. Merci beaucoup Xavier Hofer pour cet éclairage. Alors, maintenant qu'on est arrivé à la fin de cette édition spéciale, on va quand même regarder le tableau d'honneur du jour avec François Billot de Lochner, le président de la Fondation Politique. Et aujourd'hui, il s'exprimera justement sur les questions sécuritaires des candidats à la primaire de la droite et du centre. Bonsoir François. Bonsoir Élise. Alors pour ce nouveau tableau d'honneur, aujourd'hui on va s'intéresser à des questions de société, notamment le triptyque sécurité, immigration, islam. Très bien. Alors vaste sujet évidemment, sujet fondamental, sujet qui est peut-être au cœur d'ailleurs de la campagne aujourd'hui. La sécurité, chacun sait que c'est une pure catastrophe en France. On recense actuellement en rythme annuel 4 millions d'actes délictueux, allant jusqu'au crime évidemment. On pense maintenant très sérieusement, et les spécialistes le disent, qu'il y en a trois fois ce nombre. Il y a probablement 12 millions d'actes délictueux en France chaque année. 12 millions. C'est absolument effrayant. Donc la sécurité est un problème fondamental. Pour ce problème, notre mesure est extrêmement simple, c'est la création d'une garde nationale. Nous ne pouvons plus avoir en augmentation sensible des postes de policiers, de gendarmes, etc. C'est impossible, puisque le budget est une véritable catastrophe. Donc la sécurité peut être tout à fait remise en ordre par une garde nationale composée de volontaires, de la police, évidemment de la gendarmerie, les jeunes retraités, des militaires ou de volontaires tout simplement. Et on pourrait à ce moment-là avoir des dizaines de milliers de volontaires qui sécurisent, par exemple, en prenant la place dans les commissariats pour taper des rapports et permettant de mettre des policiers ou des gendarmes sur le terrain. Donc ça, c'est le premier point. Sur ce registre, les candidats sont en fait extrêmement en retrait, puisque ou ils n'en veulent pas, purement et simplement, ou ils veulent plutôt du service militaire. Mais par exemple, Copé qui veut un service militaire de 3 mois, ça ne règle absolument pas les problèmes de sécurité. Hein. C'est une espèce de teinture, mais qui n'a pas grand sens. Oui, et puis ça serait presque, sa vision du service militaire serait presque dans le cadre éducatif. Absolument. Finalement. Comme Poisson d'ailleurs, lui a un service militaire de presque 1 an. Mais bon. En fait, le seul à vouloir véritablement une garde nationale, c'est Fillon. Voilà, donc sur ce sujet-là, c'est Fillon qui remporte la médaille d'or. Sur le problème de l'islamisation. L'islamisation est évidemment un problème. Alors d'abord, pardon, le point numéro 2, parce que l'islamisation va plutôt après ce point-là, c'est le problème de l'immigration.
Aujourd'hui, nous accueillons grosso modo, et je ne comprends même pas que dans les débats télévisés on ne dise pas les vrais chiffres, on a 200 000 personnes qui arrivent légalement, entre guillemets, et nous savons très bien que nous en avons à peu près 200 000 qui arrivent de façon illégale, qui sont donc les clandestins. Aujourd'hui, nous sommes sur un rythme probablement de 400 000 personnes. C'est complètement insupportable. C'est impossible de continuer comme ça, ou alors on va véritablement vers l'explosion de la France. Et là, il n'y a qu'une seule solution, c'est rétablir les frontières, mais pas du tout, comme le dit Juppé au dernier débat, au niveau européen, parce que ce sont des passoires, c'est au niveau français qu'il faut les rétablir. Il faut rétablir les frontières et les contrôles aux frontières. Ça implique de revoir Schengen alors ? Alors, ça implique de suspendre immédiatement les accords de Schengen. Mais ça devrait être fait le lendemain de l'élection du président de la République. Parce que de qui se moque-t-on? On voit qu'actuellement, le flux rentre et on ne sait pas comment le gérer et ça prend des proportions absolument tragiques. Donc, voilà une mesure absolument fondamentale. Celui qui, sur les frontières, semble, je dis semble parce que ça n'est pas extrêmement précis, mais semble quand même assez volontaire, ce serait François Fillon, qui a l'air sur ce registre du rétablissement des frontières franco-françaises plus volontaire que les autres. Jean-Frédéric Poisson est également bien noté, il me semble. Alors, Jean-Frédéric Poisson, oui, mais sur le rétablissement des frontières, il ne prend pas une position, il prend une position claire, mais il a l'air de sous-entendre que c'est compliqué à faire. Or, je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être se jeter carrément, enfin voilà, il faut se jeter dans le combat et puis se dire, on le fait, coûte que coûte. Et puis le troisième problème, c'est celui de l'islamisation de la France, qui est lié évidemment au précédent. Et là, on est dans un système complètement fou, puisqu'on voit bien que l'islamisation de la France se fait à une vitesse accélérée, liée notamment au flux migratoire. Alors là, ce que nous proposons, nous, c'est extrêmement simple, c'est des applications drastiques du code pénal, évidemment, peine de prison et d'amende pour toute provocation à la discrimination, à la haine, à la violence, ce que l'on entend partout dans les milieux, évidemment, islamiques ou musulmans d'ailleurs dans les mosquées, avec toute une série de mesures qui ont d'ailleurs été grosso modo déclinées par les candidats. Le candidat qui semble le plus rigoureux sur le sujet, qui colle le plus à notre mesure, qui notamment veut véritablement utiliser tout l'arsenal juridique, législatif, c'est Jean-François Copé. Donc je dirais que Jean-François Copé aurait la médaille d'or sur ce sujet-là. Et puis Fillon et Poisson auraient des médailles d'argent talonnées de près par les autres. Quand même, globalement, en gros, tous les candidats sur le sujet de l'islamisation savent que c'est véritablement un problème fondamental. Et donc, s'il fallait attribuer une espèce de note globale, si vous voulez, je mettrais une médaille d'or et des médailles d'or bis. Alors, on peut ensuite voir qui... Discuter la place de chacun. Discuter la place, ce serait clairement Fillon, Copé, Poisson. Bon, et toujours est-il qu'on se réjouit de voir que c'est toujours Nathalie Kosciusko-Morizet qui, elle, accumule les pastilles rouges et sera toujours en queue de peloton. Ben, la délicieuse Kosciusko-Morizet a faux sur tous les sujets, ou à peu près. Bon, elle est vraiment la dernière de la classe, et je dois dire que c'est même effrayant de penser qu'elle est candidate des Républicains avec un programme. Ah ben, c'est absolument consternant. Franchement, c'est consternant, mais voilà, c'est comme ça, c'est le jeu des primaires, c'est comme ça. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup, Élise. Et voilà, c'est la fin de cette édition spéciale du 11 novembre avec ce retour sur les attentats du Bataclan un an après avec Xavier Hofer. Au programme de ce vendredi également immédiat et bien entendu Bistro Liberté. L'invité de cette fois sera Guillaume Bernard. Quant à nous, on se retrouve lundi. Merci pour votre fidélité. Bonsoir.